Fréquence ESJ. De retour sur Fréquence ESJ, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On est bien entouré, je suis avec Colin et je suis avec Ninon. Et vous venez d'assister à notre première partie d'émission. On remercie encore Anne Gentet qui nous a fait le plaisir et l'honneur de nous accorder une interview. Et vous le savez, maintenant, la deuxième partie d'émission va se tourner autour de l'actualité générale du monde, mais aussi de la France. Et l'actualité française est au centre du sommaire de votre émission, puisque François Bayrou a prononcé cet après-midi à 15h son discours de politique générale, description et précision dans quelques instants. À l'international aussi, l'actualité est dense, d'autant plus à Los Angeles, où la ville est ravagée par les flammes et où la situation est historiquement tragique. Nous reviendrons évidemment sur la situation dans quelques instants. Nous irons ensuite du côté de la bande de Gaza, où la situation est aussi critique depuis déjà plus de 15 mois. Cependant, elle pourrait s'améliorer d'après le président des États-Unis, Joe Biden, et il a déclaré qu'une trêve entre Israël et Hamas pourrait être conclue. Et ensuite, nous reviendrons en France plus légèrement avec les nouvelles chaînes de télé de TNT qui vont être réorganisées à partir de juin. On vous en parlera évidemment plus en profondeur. Et enfin, on finira avec le sport et la culture. On vous présentera un film 20 dieux. Restez bien jusqu'à la fin. Fréquence ESJ. Et c'était l'événement de l'après-midi en France et plus précisément à l'Assemblée nationale, la déclaration de politique générale de François Bayrou. Et Colin, tu la décryptes pour nous. Alors, le Premier ministre a parlé pendant 1h30 et a donné les grands axes de sa politique, notamment la place des partis politiques, les retraites, l'immigration, la réforme des modes de scrutin, la transition écologique. Il a d'abord commencé par louer son gouvernement et les ministres nommés le 23 décembre. Tous étaient présents sauf Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, qui récitait la DPG devant le Sénat. Le locataire de Matignon a annoncé un changement de méthode en donnant plus de place aux partenaires sociaux et aux partis politiques. Il a d'ailleurs annoncé la création d'une banque de la démocratie qui vise à financer les partis politiques et partenaires sociaux sans passer par un financement privé. Concernant les retraites, François Bayrou a annoncé une consultation de tous les acteurs sans tabou afin de créer une nouvelle loi pour le prochain budget de la sécurité sociale, ou sinon avant, s'il y a un accord. Un audit de la Cour des comptes, si aucun accord n'est trouvé, la loi adoptée en 2023 sera maintenue. Un audit de la Cour des comptes sur le financement des retraites a été demandé et une délégation permanente se réunira à partir de vendredi et pour 3 mois. Sur l'immigration, une politique de contrôle doit être mise en place afin de contrer les grandes vagues migratoires. Il s'agit d'abord d'une question de proportion, selon le Premier ministre. François Bayrou a appelé à une réforme du mode de scrutin législatif en mettant en place la proportionnelle, car selon lui, le pluralisme serait respecté. Il veut également supprimer la loi sur le cumul des mandats, notamment sur les mandats locaux et nationaux. En matière de transition écologique, le Premier ministre favorise une politique pour une énergie décarbonée accessible à tous et basée sur le nucléaire et la géothermie. Selon lui, l'écologie n'est pas le problème, mais la solution. Une conférence nationale sur l'eau dans la région devrait voir le jour. Merci beaucoup Colin pour ces dernières informations. On se dirige maintenant aux États-Unis, à l'international et plus précisément à Los Angeles où les incendies sont toujours très dévastateurs et persistent, Ninon. Et oui, à Los Angeles, les incendies ravagent la région depuis lundi soir. Ce sont déjà plus de 10 000 hectares qui sont partis en fumée et les flammes continuent de gagner du terrain à une vitesse inquiétante. Les habitants sont sous le choc. Plus de 30 000 personnes ont été évacuées en urgence, laissant tous leurs biens derrière elles. Et ce n'est pas tout, puisque les conditions climatiques rendent la tâche des pompiers extrêmement difficile. Entre les vents violents, les températures qui frôlent des records, une sécheresse persistante, les flammes avancent sans répit. Les secours luttent jour et nuit, mais maîtriser ces incendies semble encore hors d'attente. C'est un scénario malheureusement devenu familier, puisque chaque année, la Californie est le théâtre de ces incendies dévastateurs, un phénomène amplifié par le changement climatique et qui coûte cher autant en vie qu'en infrastructure. Mais pour l'instant, pas de victimes à déplorer, c'est une maigre consolation dans ce chaos, mais les autorités appellent à la vigilance. Et alors, attention aux fake news, car sur les réseaux sociaux, une rumeur folle prend de l'ampleur.
P. Diddy, le célèbre rappeur et producteur, serait indirectement lié au feu. Selon certains internautes, ces incendies auraient été déclenchés pour empêcher une perquisition imminente dans sa villa, prévue dans quelques jours. Ces feux pourraient avoir été une manœuvre pour détruire d'éventuelles preuves. Alors, est-ce crédible? Pour l'instant, rien n'est confirmé. Les autorités enquêtent encore sur l'origine exacte des flammes, mais ces théories, quelles qu'elles soient, vraies ou fausses, ajoutent une touche dramatique à une situation déjà explosive. Alors, coïncidence ou véritable lien, on en saura sûrement plus dans les prochains jours. Mais en attendant, restons concentrés sur l'essentiel, la lutte contre les incendies dévastateurs. Merci beaucoup Ninon pour ces dernières informations. On reste toujours à l'international avec toi Abderrahim, puisque les négociations en vue d'une trêve à Gaza sont entrées dans leur dernière phase, après plus de 15 mois de combat. Et oui, le Qatar, médiateur clé, a annoncé que l'accord pourrait être signé très bientôt. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a envoyé des hauts responsables pour des pourparlers au Qatar, où l'on estime que les principaux problèmes seront désormais réglés. Un accord de trêve serait conclu en 3 phases. La première pourrait débuter dans les jours à venir et inclurait la libération de 33 ou 34 otages israéliens, en échange de la libération de 1000 prisonniers palestiniens, selon des sources proches du Hamas. Les otages libérés seraient principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées ou malades. Parallèlement, Israël retirerait ses forces de certaines zones de Gaza une semaine après Gaza. Une semaine après le début du cessez-le-feu, d'autres otages seraient relâchés par le Hamas et Israël permettrait aux civils déplacés de retourner dans le nord de Gaza. La deuxième et troisième phase de la trêve commencerait ensuite, visant à libérer le reste des otages et à restituer les corps des captifs décédés. Cette avancée survient dans un contexte international tendu, avec la pression des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte pour mettre fin aux violences et obtenir une solution durable. Merci beaucoup Abderrahim. On retourne en France maintenant et plus légèrement, vous l'aurez compris, cette année, certaines chaînes de télévision gratuites de la TNT vont changer de canaux. Théo, tu nous fais un point complet sur les changements à venir pour les Français. Oui, hier, l'Arcom, qui est le régulateur de l'audiovisuel en France, a dévoilé les nouveaux canaux pour les chaînes de télévision de la TNT. Une dizaine de chaînes sont particulièrement concernées pour ces nouvelles numérotations. La cause de ce remue-ménage, 3 chaînes quittent le câble. Il y a eu l'éviction de C8 et Énergie 12. Le groupe de Vincent Bolloré décide, lui, de ne plus émettre et abandonne son canal 4 historique. On se souviendra aussi de la fermeture en 2020 de France O. Tout ça fait que les cartes ont été rabattues et l'Arcom a donc décidé de redistribuer les numéros manquants. Pour commencer, 2 nouvelles chaînes sont créées et rejoignent le bouquet des chaînes gratuites. CMI TV et Ouest France TV. Elles prennent respectivement le canal 18 et 19. 5 chaînes montent légèrement en position. Gulli, la chaîne pour enfants, passe en 12 et rejoint l'autre chaîne jeunesse TFX, actuellement en 11. La chaîne d'information en continu BFM TV, CNews, LCI et France Info passe sur les canaux respectivement 13, 14, 15 et 16. Ils sont rangés côte à côte dans une volonté de créer un bloc thématique. Suivant cette politique, c'est France 4 qui aura le bonheur de reprendre le canal numéro 4 et France Télévisions parvient à faire le tiercé en gagnant le tiercé gagnant et voit se suivre France 2, France 3, France 4 et France 5. Enfin, la chaîne LCP Public Sénat reprend le canal 8, anciennement C8. Donc là Théo, dans ce que tu viens de nous énoncer, on a l'impression quand même qu'il y a des chaînes qui semblent plus avantagées que d'autres quand même. On peut se le dire, France 4 et Public Sénat sont les 2 grandes gagnantes de cette nouvelle numérotation. On va pas se le cacher, plus la chaîne est haut placée sur la TNT, plus leurs parts d'audience ont de chances d'être élevées. De quoi inquiéter certaines chaînes telles que BFM TV par exemple, qui étaient opposées au départ à ces blocs thématiques. Il dénonce une décision arbitraire de l'Arcom et regrette un coup de pouce aux concurrents. Mais Roche-Olivier Mestre, qui est président de l'Arcom, est ferme sur ce point. BFM TV n'est pas pénalisée. Elle reste en tête des chaînes d'infos et gagne 2 rangs. En tout cas, on verra si cette nouvelle numérotation convient à tout le monde. Restez alerte, tous ces changements seront effectifs à partir du 6 juin prochain. Merci beaucoup Théo. Et c'est avec toi qu'on conclut la page d'actualité générale. Et on te retrouve quand même dans quelques minutes, puisqu'on passe maintenant à la rubrique sport. 360 Sport. Le foot, vous êtes un salaud. La chatte qu'il a, la chatte. Second poteau Pavard. Moi, tu me parles pas derrière. Pour ne rien rater du sport.
Alors avant de te retrouver Théo, on commence par Colin et par le tennis. Tu vas revenir sur le premier tour de l'Open d'Australie qui a commencé dimanche et qui se termine ce matin. C'est ça, enfin que le premier Qui s'est tour. terminé, pardon. Et ce que matin. le premier Ouais, tour. que le premier tour. Donc je vais revenir sur les matchs des top 5 masculins et féminins, puis quelques gros joueurs. Ça marche. Donc on commence quoi, par le féminin ou le masculin? Comme tu veux, décide. Allez, masculin. Donc le numéro 1 mondial et tenant du titre, Yannick Sinner, a battu Nicolas Jarry 7-6, 7-6, 6-1. Alexander Zverev, numéro 2, gagne contre Lucas Pouille 6-4, 6-4, 6-4. Carlos Alcaraz, numéro 3, passe en 3-7 contre Alexander Shevchenko 6-1, 7-5, 6-1. Taylor Fritz, numéro 4, se qualifie avec sa victoire contre Jenson Brooksby 6-2, 6-0, 6-3 et Daniil Medvedev, numéro 5, bat Kassidit Samraj 6-2, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2. Le numéro 7 mondial, Novak Djokovic, et 10 fois vainqueur de cette Open d'Australie, sera au deuxième tour avec sa victoire contre Ninesh Basavaredi 4-6, 6-3, 6-4, 6-2. Arthur Fils, numéro 21, gagne contre Otto Virtanen 3-6, 7-6, 6-4, 6-4. Stefanos Tsitsipas passe 11e mondial, perd contre Alex Mikkelsen 5-7, 3-6, 6-2, 6-4, également Fils, bat Giovanni Mpeci Perricard qui était tête de série numéro 32, 7-6, 6-3, 6-7, 6-7, 6-4. D'accord, et bon, j'ai pas donné l'honneur aux dames, je sais pas bien, mais est-ce que tu as des matchs qui t'ont quand même marqué pour les dames au-delà des scores quand même? Ouais, bah, la numéro 1 mondiale, par exemple, tenante du titre, Aryna Sabalenka, qui s'est qualifiée en 2-7 contre Sloane Stephens 6-3, 6-2. Iga Swiatek, numéro 2 mondial, qui a gagné contre Katerina Siniakova 6-3, 6-4. Coco Gauff, numéro 3, qui a battu Sofia Kenin, donc qui a été finaliste à l'Open d'Australie en 2020. Okay. Qui a gagné donc 6-3, 6-4. Jasmine Paolini, numéro 4, qui a été finaliste à Wimbledon aussi l'an dernier, qui s'est imposée contre Sijia Wei 6-0, 6-4. Kuni Zheng, numéro 5 mondial et championne olympique l'été dernier, a battu Onka Todoni 7-6, 6-1. Après Caroline Garcia, qui a été ancienne numéro 4 mondial et demi-finaliste à l'US Open, qui était de retour après un break. C'est malheureusement incliné contre Naomi Osaka 3-6, 6-3, 3-6. Osaka qui a gagné plusieurs grands chelems. Et Nari Bakina, qui a été finaliste en Australie il y a 2 ans, qui est qualifié après sa victoire 6-1, 6-1 contre Emerson Jones. Varvara Gracheva, donc, qui a été naturalisée française l'an dernier et qui, il me semble, est dans le top 60. Et seule française aussi en second tour. Donc elle a battu Cathy McNally 6-3, 6-4 et Mira Andreeva, donc 17 ans, apparemment jeune prodige, probablement jeune prodige, qui a gagné 6-1, 7-6 contre Marie Bouskova. Et alors, du coup, le deuxième tour, c'est quoi les affiches principales? Bah alors pour les hommes, il y a un duel franco-français entre Quentin Lys et Arthur Fils. Alejandro Davidovich Fokina et Félix Auger-Aliassime par exemple. Ou un autre duel entre jeunes talents, entre guillemets, entre Hugo Gaston et Giri Lehechka. Ou un duel un peu entre l'expérience et la jeunesse avec Denis Shapovalov et Lorenzo Musetti, par exemple pour les hommes. Et chez les femmes, du coup, la seule française en lice encore, Varvara Gracheva qui va affronter Eva Lys. Caroline Mukova qui a fait finale à Roland Garros qui va affronter Naomi Osaka. Elisa Mertens et Jessica Pegula qui vont s'affronter. Pegula qui est top 7 mondial et Mertens qui a de bonnes références en Grand Chelem. Et après, Laura Sigmund et Qinwen Zheng qui, j'ai déjà cité, numéro 5 mondial, qui vont s'affronter au deuxième tour. Merci beaucoup Colin. Alors on a parlé tennis mais on aurait dû parler d'un autre sport, enfin plutôt d'une autre compétition, du Vendée Globe, parce que c'est quand même l'actualité majeure, messieurs, de la journée. C'est la victoire de Charlie Dalin. Il remporte l'édition 2024 du Vendée Globe. Mais surtout ce qui fait parler en fait c'est le temps qu'il a mis pour remporter cette épreuve. Alors je l'ai exactement, j'ai pas les secondes, j'ai 64 jours, 19 heures et 22 minutes. Bon quand même c'est quand même incroyable, surtout que le record d'avant c'était en 74 jours. Est-ce que vous pouvez me donner un peu peut-être une explication comment c'est possible une telle prouesse technique Ouais, mais je crois qu'il me semble que les bateaux des 2 premiers ont déjà été construits en 2023 déjà, donc ils ont eu le temps de s'adapter à leur bateau, déjà naviguer un peu. Je pense que ça joue. Et de très bonnes améliorations technologiques, ça commence à le dire, mais c'est ça qui change un peu toutes les performances pour les bateaux. Et voilà, il a absolument pulvérisé l'ancien record. C'est ça, le record qui datait de 2016, fin 2017. Voilà, exactement. Écoutez, c'était le petit mot quand même, c'était important d'en parler. On va passer à toi ensuite, Théo. Bon, au rugby, j'ai plus le nom de la compétition. Champions Cup, voilà. Même la Coupe des Champions, on peut le dire en français. Voilà, on peut le dire en français.
Non, bah alors, c'est simple, on va faire un petit topo de ce qui s'est passé ce week-end. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon pour les clubs français. On va commencer par du bon, et voilà, comme à notre habitude, on va commencer par Toulouse, qui gagne sur le terrain des Sharks, 20-8. Voilà, comme on dit, donc un essai danger, 2 essais sécurité. C'est ce qu'ils ont fait, ils en ont marqué 2, ils ont assuré le coup. Ramos notamment, grâce à son magnifique jeu au pied. Bon, une performance somme toute classique de la part des joueurs toulousains qui sont pour l'instant deuxième, voilà, de cette poule A. Les premiers qui arrivent à les devancer cette fois-ci, c'est Bordeaux-Bègles qui a fait absolument une démonstration de force et de classe contre Exeter en Angleterre. Ils ont marqué pas moins de 11 essais et malgré un rouge à la 69e minute, voilà, ils écrasent leurs adversaires anglais. Jalibert a fait un match absolument extraordinaire, hein. Il a passé un nombre de points, je vous le dirai même pas, il est incalculable sur les 69. Et juste avant le tournoi à destination, voilà, de quoi donner des mots de tête à Fabien Galtier qui n'avait pas voulu le faire jouer lors du dernier rassemblement. On verra ce que ça en donne. En attendant, plus un point, donc le petit point bonus pour leur permettre d'être premier. Toulouse devra affronter Leicester en terre toulousaine pour assurer leur qualification pour les phases finales. Alors, en poule B, c'est un peu moins bon, justement, pour les clubs français. Malheureusement, une correction subie par Clermont contre Bath. 6 essais à 3, 40-21. Malgré un très bon Bello du côté clermontois, ça n'a absolument pas suffi. Là aussi, il y avait une histoire de carton rouge. Il y a Akaladze qui s'en est pris un à la 25e pour un plaquage relativement haut. Le carton rouge est quand même litigieux et il a un peu coupé le match parce que ça arrivait à la 25e minute alors que les Clermontois poussaient à l'extérieur. C'est vraiment dommage. Bon, l'arbitre a pris ses responsabilités. Pareil, déception du côté de La Rochelle qui a perdu de 2 petits points contre Leinster. Un essai partout, un essai absolument somptueux de la part des Rochelais fait par Leeds qui a battu en 1 contre 1 avec un petit coup de pied léché au bord de la touche. C'est insuffisant, Astoy rate la transformation, il rate même la pénalité de la gagne à 3 minutes de la fin. Voilà, malheureusement, les Rochelais tombent à la 2e place et auront leur destin entre leurs mains contre Bristol voilà, le 19 janvier. C'est fini, par contre, pour Clermont, plus d'Europe. Ils sont 5e de leur poule. C'est définitivement perdu pour eux. Poule C maintenant. Il y a du bon dans le mauvais pour cette poule. Les 2 clubs ont gagné. Voilà. Okay. Grosse et belle victoire du Stade français contre Northampton. Voilà, qui était un match serré. Malgré tout, gagné 45-35. Donc encourageant pour leur suite de leur saison. Même si pour eux, l'Europe s'est terminée. On aura pu voir un très bon Tanga, auteur de 2 essais. Avec voilà, un Henry sécurisant au pied. Bon, malheureusement, ça sera trop peu. Ils sont 5e. L'Europe est quasiment finie pour eux. Par contre, pour Castres, il y a peut-être une petite chance. Ils ont mis une véritable déculottée aux Blue Bulls, du coup, club d'Afrique du Sud. Voilà, il y a eu un festival offensif, 6 essais, emmené par un très bon Rémi Bagé. Et voilà, Fernandez et Poplin impeccables au pied. Ça fait 49-10. Et Castres aura une petite chance de se qualifier contre les Saracens, un très gros morceau du rugby anglais. Voilà, ils sont 4e, Castres, Saracens 3e. Ils ont un point d'écart. Celui qui gagne, normalement, pourra se qualifier. On espère que Castres pourra faire le travail. Et enfin, pour la dernière poule, pour la poule D, il y a une déception et un point vraiment positif pour le rugby français. On va commencer par la déception. Défaite du Racing Métro 92 voilà, contre les Écossais de Glasgow. Donc un carton jaune pour Glasgow pour Fagerson voilà, qui n'aura pas permis aux Racingmen de monter. C'est la fin pour les Franciliens qui sont, eux, derniers de leur poule, malheureusement. Une domination complète de la part de Glasgow. Mais dans cette même poule, le premier, et presque de loin, c'est Toulon qui a gagné 33-21 contre les Harlequins. 5 essais à 3. Voilà, ils gagnent sereinement, notamment grâce à un très bon Baptiste Serin, tiens donc, qui a marqué pas moins de 13 points sur les 33 en toute sérénité. Il leur permet de se qualifier. Bon, c'est pareil pour Glasgow, du coup. Les 2 sont qualifiés pour les phases finales. Il n'y aura plus de suspense dans cette poule. Voilà, vous avez les résultats complets de ce qui s'est passé ce week-end en Coupe des Champions. Mais tu nous parles avec passion en plus, c'est ça qui nous fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Merci Théo, et j'ai vu que Ninou nous a rejoint, donc si Ninou nous rejoint, c'est la culture.
Et alors Ninon, pour la rentrée et puis pour reprendre les bonnes habitudes, tu nous parles cinéma et film. Et oui, aujourd'hui je vous parle de 20 dieux, un film qui est sorti au cinéma le 11 décembre. Il a été réalisé par Louise Courvoisier et c'est d'ailleurs son premier long métrage. Il raconte l'histoire de Toton, un jeune homme qui passe le plus clair de son temps à faire la tournée des bars avec ses copains. Mais après la mort de son père, il va devoir trouver un moyen de gagner de l'argent pour répondre à ses besoins et ceux de sa petite sœur. Il va donc se mettre en tête de fabriquer le meilleur comté avec ses acolytes pour essayer de remporter le concours agricole et les 30 000 € à la clé. Alors quand on parle de 20 dieux, on entend quand même dire que c'est un film un peu campagnard. Pourquoi en fait? Alors déjà, je pense qu'avec le résumé, on a tous compris que l'histoire se passe à la campagne et qu'il raconte la vie de jeunes qui y vivent. Mais oui, le terme campagnard ressort pas mal et c'est logique et même, j'ai envie de dire, voulu par la réalisatrice puisque c'est en fait son but principal, refléter le plus possible la réalité de la vie des jeunes à la campagne. Elle s'est d'ailleurs lancé un pari plutôt risqué parce que son ambition était de ne travailler qu'avec des gens de la région, très authentiques, avec un accent bien marqué et pour qui le cinéma n'était pas du tout un domaine de prédilection. Bon alors on peut quand même être féru de films et de cinéma, mais personnellement moi je connais pas les acteurs de ce film. Comment ça se fait en fait? En fait, c'est totalement normal parce qu'aucun des jeunes n'était connu du grand ou du petit écran, car la réalisatrice a décidé de faire un casting sauvage pour trouver les acteurs de son film. Avec cette décision, elle a quand même mis plus d'1 an pour trouver tous les comédiens, car 3/4 des jeunes à qui elle a demandé n'ont tout simplement pas voulu. C'est d'ailleurs le cas de Clément Favot, l'acteur principal, qui joue donc Toton, qui a d'abord refusé quand la réalisatrice est venue l'aborder à la sortie de son lycée agricole. Pour moi, c'est d'ailleurs en partie grâce à ce casting de personnes non professionnelles que le film reflète aussi bien la réalité. On a même l'impression dans certaines scènes qu'il y a juste des caméras qui sont parties filmer des fêtes de village, des jeunes qui s'amusent, et tout ça c'est très agréable quand on regarde le film. Donc voilà, avec tout ça on peut quand même dire que Louise Courvoisier a tenu son pari et avec brio. La preuve en est, le film a gagné le prix de la jeunesse à Cannes. Enfin bref, si vous aimez la campagne, vous allez adorer ce film qui va vous transporter directement dans le Jura. Merci beaucoup Ninon, et c'est sur cette très belle découverte que notre émission touche à sa fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve la semaine prochaine évidemment. Avant de nous quitter, je tenais à remercier Anne Jeunetet qui nous a donné de son temps pour une interview. Je remercie également les étudiants qui ont participé à cette émission, merci à vous. Et ensuite, je remercie Quentin qui, sans lui, la technique n'aurait pas pu être faite et les caméras non plus. Donc merci à lui, je remercie aussi Raphaël à la régie évidemment. Enfin, je vous remercie vous, on vous oublie pas, on vous remercie pour votre fidélité. Et comme d'habitude, on se dit bonne soirée et on finit en musique.